Sympa. Rencontre d'auteurs en ce moment sur le Pépé avec Marin Ledin qui m'accompagne, qui vient de faire paraître, bon je crois que c'est pas maintenant que tu l'as écrit, mais il y a Akana qui vient de paraître au Vent des Îles. Avant toute chose, avant de partir sur les deux livres dont on va parler maintenant, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots? D'où viens-tu et qu'est-ce que tu étais avant de t'aventurer dans... Moi je le sais, on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble dans un centre de détention de Tatoutou d'ici. Mais voilà, les gens ne le savent pas. D'où est-ce que tu viens? Comment Marin est devenu auteur? Yorana, euh, moi j'ai grandi dans un beau département de France qui s'appelle l'Ardèche, de France métropolitaine. Je saute quelques étapes. J'ai été chercheur pendant une quinzaine d'années et j'ai terminé ma carrière de chercheur chez Orange entre 2000 et 2007 dans la recherche et développement d'Orange, où je travaillais sur l'organisation du travail notamment. J'ai fait suite à un sévère burn-out, j'ai quitté l'entreprise en 2007 et j'ai commencé à écrire à ce moment-là, plutôt pour expier mes fautes et tourner la page de cette aventure France Télécom. Il se trouve que ce que j'écrivais est devenu petit à petit un roman et que ce roman a été publié. Je suis vraiment devenu écrivain, j'allais dire un peu par accident, même si rien ne se fait jamais par accident, comme le disait Rodney hier, je crois. C'est ça. Donc j'ai publié mon premier roman en 2007, juste au moment de ma démission de France Télécom. Ok. Et du coup, de fil en aiguille, comme tu disais, c'est arrivé un peu par accident parce que ça a marché en fait. Et c'est le fait que le livre ait marché qui t'a conduit au final, embrasser cette carrière d'auteur. Alors ça a marché, disons que j'ai été publié, ce qui Voilà. est déjà, Un grand... une chance. Au départ, j'ai été publié tout de suite dès ce premier roman. Euh, mais j'étais pas écrivain pour autant, c'est-à-dire que j'étais Ok. toujours en recherche d'emploi et j'étais encore chercheur. Je me remettais de mon expérience France Télécom, mais j'étais dans mon esprit encore chercheur. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé et je pensais pas qu'on pouvait devenir écrivain de métier. Ok. J'étais pas encore très au clair là-dessus. C'est venu des années après, au bout de plusieurs romans, quand j'ai pris conscience du fait que ce que j'écrivais était une poursuite assez logique de mon travail de chercheur. J'étais un chercheur en sociologie critique. Je m'intéressais beaucoup au dysfonctionnement, on va dire, du monde de l'entreprise. D'accord. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer en 2011 dans un roman qui s'appelle Les visages écrasés, Ok. qui décortique un peu la mécanique de la souffrance au travail dans une entreprise de télécom qui pourrait ressembler étrangement à celle qui m'employait avant. Quel heureux hasard. Enfin, quel hasard. Ouais, ouais. Quel hasard Et hasardeux. puis ce livre a connu un certain succès, il a été traduit dans plusieurs langues et puis il a été adapté au cinéma par un réalisateur qui s'appelle Louis-Julien Petit. J'ai d'ailleurs été invité en 2016 Déjà. à le présenter ici au Salon du Livre de Papeete pour la première fois. Le livre a été diffusé alors que j'étais à Papeete. Voilà, c'était rigolo. Moi j'étais à Moréa à ce moment-là et il était diffusé sur Arte. Voilà, c'était un livre, Ça devait être surnaturel un pour film toi. sur la souffrance au travail alors que moi j'étais à Moréa, c'était quelque chose d'assez surréaliste. Mais bon, voilà. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais un nouveau métier. Donc ça a quand même pris, ça a pris quelques années. Avant que tu l'assimiles, que tu absorbes cette donnée. Exactement. Ok. Du coup, là, on va basculer un petit peu sur les deux livres qui sont présents là. Donc, Akana, présent au Vent des Îles, qui a déjà eu une parution avant, sous un autre titre, je crois que c'était Projet Akana, du coup. Et du coup, qui est réédité au Vent des Îles en ce moment. Comment est né ce livre? Qu'est-ce qui t'a conduit à l'écriture de Akana? Alors Hakana, c'est un livre qui est venu d'abord d'un questionnement autour de la question écologique, Ok. du dérèglement climatique, de questionnements que j'ai dans mon quotidien. J'ai l'impression que le micro fait des allers-retours. Que j'ai dans mon quotidien, je suis militant. C'est une évidence aujourd'hui d'être conscient de tous ces problèmes et de tout faire pour que les choses évoluent dans le bon sens, ce qui n'est pas encore le cas. Bien sûr. Il faut se Tristement. mobiliser. Et donc voilà, j'ai cette réflexion autour de l'écologie. Et la deuxième chose qui est pas plus anecdotique, mais qui est assez différente, c'est le fait que j'ai été invité en 2016 dans le cadre du Salon du Livre. Nous étions partis à l'époque avec le Vent des Îles à Nukuhiva et Wapo.
Ok. pour y présenter notre travail dans le cadre avec un illustrateur qui s'appelle Pierre Cornuel, Ok. pour y présenter notre travail voilà, aux habitants et aux lecteurs et lectrices de Wapo et Nukuhiva. Et quand je me suis retrouvé là-bas, je me suis retrouvé sans voix et sans mots, ce qui est quand même assez paradoxal pour un écrivain. Et j'ai mis du temps à digérer cette rencontre avec Nukuhiva et Wapo, avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Certains sont devenus des amis. Je me suis familiarisé un peu avec la langue Eo et Nana. Et voilà, je suis retourné là-bas plusieurs fois. Et j'ai envie de dire que Hakana, c'est aussi un livre sur mon rapport d'ignorant sur une culture que je découvre petit à petit, que je connais évidemment pas du tout, même si je lis beaucoup dessus, même si j'échange beaucoup. Et donc c'est paradoxalement un livre qui se passe aux Marquises en 1592, entre 1592 et 1594, mais qui est quand même malgré tout une espèce d'incursion de la société occidentale dans Clairement, cette clairement. époque-là. Par le biais de la technique utilisée pour voyager dans le temps et se retrouver à cette époque. Et du coup, cette réflexion dont tu parles par rapport à toi et les marquises, c'est un peu ce que vit Rime aussi, hein, quand elle rencontre cette culture et qu'elle tombe amoureuse en plus de... Comment il s'appelle déjà, Moana? Il s'appelle Moana. C'est ça. Et du coup, elle tombe tellement amoureuse de cette contrée qu'elle finit par... bon, donc, j'allais spoiler, donc on va rester dans le... J'allais clairement spoiler le scénario, je vais vous laisser lire quand même. Mais voilà, il y a une espèce d'énorme prise de conscience qui conduit à des prises de décision qui vont tout changer, en tout cas dans sa vie à elle et par extension dans la vie des gens autour d'elle. Bah, pour résumer le livre, on peut dire sans spoiler rien Vas-y, que, vas-y. que c'est l'histoire de scientifiques qui vivent dans une France métropolitaine de 2175 où malheureusement les bons choix pour protéger la planète n'ont pas été faits et où tout va mal. Encore pire que nous, en fait, pour dire. Ça s'est aggravé, voilà, pour dire. Et ces gens-là qui se retrouvent dans l'impossibilité de faire survivre leur population dans la terre qu'ils leur ont laissée, décident, ça c'est le miracle des romans, c'est qu'on peut tout inventer, de renvoyer des scientifiques et des cobayes dans le passé d'un territoire qui est devenu français, qui est les Marquises, à une époque où il n'était pas encore arrivé, donc en 1592, avant l'arrivée des premiers explorateurs occidentaux. Ok. Alors, au niveau de. J'imagine que ça a dû demander quand même un travail de recherche. Tu nous disais d'ailleurs que tu étais chercheur, c'est quelque chose qui te fascine. D'ailleurs, je pense que ça se ressent en fait, hein. J'ai eu la chance de lire ces deux livres au niveau de la documentation et de la richesse des informations qui sont contenues à l'intérieur, encore plus peut-être dans Free Queens. On voit quand même que tu fais un gros travail de recherche pour alimenter tes fictions. Et du coup, comment s'est passé le travail de recherche historique vis-à-vis de Hakana? Ça n'a pas été trop dur de trouver des informations sur cette époque-là? En réalité, il y a deux aspects dans le travail de recherche. Il y a la Oui. recherche sur le sujet sur lequel tu vas écrire. Évidemment, quand tu décris des lieux, si tu ne les connais pas personnellement, il faut évidemment se renseigner au mieux pour être précis, voilà, sur les aspects culturels, sur les noms. Je prends l'exemple très simple, le personnage de Moana dans la première version que j'avais écrite, sur les conseils d'un ami qui n'était pas marquisien, s'appelait Tepano. Tepano, c'est un prénom qu'on retrouve aux Marquises, mais qui est en fait la traduction, on va dire, marquisienne de Stéphane. Donc un personnage qui vit en 1592 avant l'arrivée des premiers missionnaires, si vous voulez, ne pouvait pas s'appeler Stéphane. Et ça, on ne peut pas le savoir si on ne se pose pas la question à un moment donné. Voilà. Et donc il y a l'aspect vraiment purement historique, ne pas écrire de bêtises, se renseigner. Enfin voilà, on écrit sérieusement, même si la fiction n'est jamais totalement sérieuse. Il faut faire les choses sérieusement. Et il y a le deuxième aspect de la documentation qui est le respect aussi des personnes sur qui on écrit ou avec qui on écrit. Parce qu'on va s'adresser à un certain nombre de lecteurs, alors des lecteurs complètement profanes. Ce livre est d'abord sorti en France, donc je m'adresse à des gens qui ne connaissent pour la plupart absolument pas ni la Polynésie, ni les Marquises, ni le Pacifique. La plupart ne savent même pas où ça se situe sur une carte. D'ailleurs, dans la version française, il y a des cartes dans le livre pour l'expliquer aux lecteurs. Et faire ces cartes a été très très compliqué avec le graphiste de cette maison d'édition. Il y avait également un glossaire très très détaillé sur, voilà, pour expliquer un certain nombre une partie du contexte, etc.
Et puis il y a aussi le respect des gens qui vivent là-bas aujourd'hui, Bien les sûr. gens qui ont une histoire qui est liée directement à ça. Beaucoup de prudence évidemment, beaucoup d'humilité, et ça, la documentation, elle est importante aussi pour ça. C'est-à-dire que pour pouvoir être libre de faire de la fiction, il faut d'abord bien maîtriser le réel. En Bien tout sûr. cas, essayer de le maîtriser. Et du coup, tu as eu la chance d'être avec nous et t'es arrivé un petit peu plus tôt. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Tu as eu la chance d'avoir une petite interaction avec des détenus de Tatoutou. On y était tous les deux. Et quelle a été ta réaction par rapport à la réaction des détenus par rapport à Akana? Qu'est-ce que tu as ressenti après avoir échangé avec eux? Parce que c'est comme on le disait, ça devait être très différent de l'accueil métropolitain, mine de rien, d'avoir l'accueil polynésien de Akana, quoi. J'ai toujours pas vraiment les mots pour parler de cette rencontre. Je sais qu'elle est très différente. J'interviens souvent. J'anime des ateliers d'écriture en milieu carcéral en France. Oui. J'ai toujours pas les mots pour parce que je Définir ce qui comprends s'est pas passé. exactement le fonctionnement peut-être du centre pénitentiaire où on est allé par rapport à ceux que j'ai l'habitude de voir. Parce que la rencontre était assez forte, les détenus intervenaient beaucoup. Il y a un détenu qui a dit quelque chose de très fort dont tu te souviens certainement. Il disait lire, c'est manger. C'est ça. Alors j'ai appris qu'il y avait un lien en langue tahitienne, ou c'est toi qui m'as parlé de ça, entre lire et manger. Je sais plus qui m'a parlé de ça. Ah, ça doit pas être moi parce que je m'en souviens pas, mais Ok, oui, bon. En tout cas, il me c'est semble une qu'il y a phrase hyper forte qu'il a Clairement. prononcée vers la fin de la rencontre. Lire, c'est manger, mais manger au sens de nourriture physique, mais spirituelle, quoi. Et je trouvais ça hyper fort. Peut-être ça serait un bon résumé de cette rencontre. D'accord. C'est vrai que c'était beaucoup tourné vers l'émotion. Ce qui était assez troublant dans cet échange que Marin a eu avec les détenus, c'est que avant même qu'il parle du contexte dans lequel il avait écrit, enfin dans le contexte dans lequel il avait commencé à écrire, un des détenus a dit qu'il avait ressenti en fait la frustration de Marin par rapport à tout ce qu'il avait subi dans le monde du travail. Alors que Akana ne parle pas forcément de ce sujet-là. Il disait que tout ça, il avait ressenti entre les pages, entre les mots d'Akana. Et c'est vrai que c'était assez troublant de voir la justesse avec laquelle il avait cerné les choses traversées par Marin avant d'entamer cette carrière d'écrivain, quoi. Aujourd'hui, on peut te dire écrivain. Tu l'assimiles? C'est bon? J'aime bien romancier. Romancier, tu Ouais, préfères? voilà, j'écris Ok. des romans. Ok, romancier alors. Et donc on va faire un glissement vers Free Queens, qui du coup est la dernière œuvre que tu as écrite. Donc je vais juste te demander de nous parler un peu du synopsis, pour moi, ne pas écorcher un petit peu ce qui se passe dans le récit. Donc déjà, quel est le synopsis et comment tu es arrivé à écrire Free Queens? Alors Free Queens est un roman qui part de la rencontre d'une journaliste qui s'appelle Selena, qui est une journaliste française qui travaille pour Le Monde et le Guardian, qui travaille, on va dire, autour de la prostitution nigériane dans l'agglomération parisienne, et qui suit les procès des proxénètes nigérians en France, à Nice, Marseille, Paris, etc. Et très rapidement, elle va être amenée à enquêter sur l'une de ces jeunes prostituées, très jeune prostituée, qui a 14 ans. Et elle va partir à Lagos, donc le poumon économique du Nigeria, pour retrouver un peu la trace et comprendre comment cette très jeune fille est partie du Nigeria pour arriver en France via le Niger, via la Libye, via la Méditerranée. Enfin voilà, tout ce contexte que vous connaissez, dont vous entendez certainement parler dans la presse, assez dramatique. Et voilà, et elle va croiser la route d'un certain nombre de personnages, d'un petit flic de la sécurité routière, d'un autre flic un peu corrompu, voilà. Bon. Un peu. Donc c'est un peu de roman le dire. qui au départ est parti d'un fait réel, qui est la politique commerciale d'une entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Heineken. Et, Un peu, juste brièvement. Heineken dédie ce film à tous ceux que la bière fait rêver. Alors là, vous allez rêver. De 2010 à 2013, cette multinationale donc hollandaise a eu la bonne idée commerciale pour développer une marque qui s'appelle la Primus sur le territoire nigérian. Alors le territoire nigérian, c'est 220 millions d'habitants, 80 millions de consommateurs de bière. Voilà. Le Nigeria et l'Afrique en général est un territoire qui n'est pas forcément l'endroit où on boit le plus de bière, c'est en Europe qu'on en boit le plus, mais par contre c'est un territoire dans lequel les marges sont colossales. La main-d'œuvre coûte que dalle, tout est assez peu cher et donc les marges sont énormes. Donc ils lancent cette marque, la Primus, pour asseoir je crois qu'ils étaient numéro 2 à l'époque sur le marché de la stout, et derrière le groupe Castel, qui est un groupe français.
Et donc, il y a un directeur commercial un jour qui s'est dit, tiens, si on utilisait les ressources locales pour promouvoir notre bière, et il faisait allusion à la prostitution. Et donc, ils ont formé aux ventes de la Primus 2500 jeunes femmes qui étaient déjà prostituées pour la plupart, ou en tout cas qui allaient l'être, avec leur accord, bien sûr. Il y a eu 120 000 candidates, 2500 qui sont restés, et pendant 3 ans, ils ont soutenu le développement de cette marque-là. Je suis tombé sur cette affaire en lisant un livre d'un journaliste hollandais qui s'appelle Olivier Van Biemen, qui a écrit un livre magnifique que je vous conseille de lire, enfin édifiant, magnifique, je ne sais pas si c'est le terme, mais édifiant, sur la politique de Heineken en Afrique. Ça s'appelle Heineken en Afrique. Et dans ce livre, il y a un passage sur cette dramatique affaire qui a duré quand même 3 ans et qui s'est soldé par des excuses de la part du PDG de Heineken devant son conseil d'administration en 2017, parce qu'il avait été surpris au lit avec l'une de ses prostituées, donc il avait présenté ses excuses pour avoir trompé sa femme. Voilà, ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu d'histoire, il est toujours PDG d'ailleurs, mais a priori ils ont arrêté officiellement cette politique commerciale-là, mais la Primus est devenue numéro 1. Donc voilà, c'est quelque chose d'absolument scandaleux, effarant, enfin il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Mais c'est quelque chose qui est possible au Nigeria d'aujourd'hui, dans ce contexte. Et c'est pour ça que pour la première fois, je sortais un peu de ma zone de confort, qui est le territoire français, pour écrire un livre qui se passe donc cette fois-ci au Nigeria. Et je me suis inspiré de cette affaire pour raconter une partie de ce que j'appelle dans le roman la route de la bière. C'est ça. Et du coup, c'est ça qu'il y a dans cette histoire, avec bien sûr pas la même marque de bière, hein. Donc, C'est mais interdit. voilà, c'est un peu interdit. Donc, c'est une fiction qui part de cette histoire et qui est très criante de réalisme dérangeant, j'ai envie de dire. Pour une fiction, c'est assez antithétique, mais vu que de toute manière le support a une volonté de dénoncer, c'est très fort. Moi qui ai eu la chance de le lire. Beaucoup de choses. J'ai vu Marin après. Et j'en ai discuté juste avant, enfin, je crois que c'était avant-hier. Je lui ai demandé, est-ce que les choses que j'ai lues sont à ce point vraies? Parce que c'est de la fiction, donc tu es là, tu dis où est-ce qu'était l'exagération et où est-ce qu'était la vérité. Et malheureusement, bah, la plupart des choses sont possibles, en fait. C'est ça qui est tristement dérangeant. Et il y a un devoir, en fait. Hein, merci en tout cas à Marin d'avoir écrit ça. C'est très important de l'avoir fait, en tout cas pour que les gens se rendent compte à quel point la situation est grave. Parce qu'on le sait, on le voit dans les médias et tout, mais c'est jamais aussi criant que si on y était. Et ça nous permet, avec Free Queens, d'avoir une idée de si on y était. Et la dénonciation est là. Et la fiction sert à nous mettre face à ça et à nous montrer que ces histoires de colonisation et des conséquences des colonies, bah, c'est encore une réalité aujourd'hui, avec des endroits qui souffrent réellement de ces conséquences-là, avec des choses vraiment aberrantes. Du coup, pourquoi ça s'appelle Free Queens, Marin? C'est la Alors question. ça s'appelle Free Queens parce qu'il y a quand même un peu d'espoir, pas beaucoup, mais il y a un tout petit peu. L'espoir, cette tragédie, c'est le titre d'un livre magnifique d'un auteur israélien qui s'appelle Shalom Auslander. J'adore ce titre, l'espoir, virgule, cette tragédie. Et le Free Queens est le nom d'une ONG, comme il y en a beaucoup au Nigeria, qui sont soit des ONG nigériennes directement, soit des ONG internationales qui travaillent avec le Nigeria ou au Nigeria, sur le territoire nigérian, sur la défense des femmes, des violences faites aux femmes, qui traitent absolument tous les sujets, qui sont sur la prévention, qui sont sur l'analphabétisme, qui sont sur les MST, qui sont sur les violences intrafamiliales, les violences policières. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a eu un énorme mouvement dont on n'a malheureusement absolument pas entendu parler. Et quand je parle d'un énorme mouvement, c'est que ça a fait vaciller le pouvoir. Un mouvement de contestation de femmes mené par des femmes, rejoint aussi par des étudiantes et des étudiants, qui s'appelait NSARS en 2020, alors que nous étions confinés, je crois, pour la première ou la deuxième fois, ça devait être à l'automne 2020. Il y a eu un mouvement d'émancipation très très puissant pour dénoncer les violences policières d'une police qui s'appelle la SARS, qui était une police gouvernementale anticriminelle assez violente et qui s'attaquait un peu aux proxénètes et beaucoup aux prostituées, et qui en a assassiné un certain nombre. Du coup, il y a eu vraiment, grâce aux réseaux sociaux, dans le cadre du mouvement MeToo qui est très très fort au Nigeria et en Afrique en général. Pas oublier, le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants. Hein. Ce sont des gens, c'est un pays très très pauvre d'un côté, mais extrêmement riche aussi et moderne de l'autre. C'est plein d'injonctions paradoxales. C'est un pays qui est connecté avec beaucoup
pays occidentaux, notamment la communauté afro-américaine. Et donc c'est un mouvement qui a été soutenu par des gens comme Beyoncé, Rihanna. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui était d'envergure internationale, mais en France on n'en a quasiment pas entendu parler, et finalement assez peu en Europe de manière générale. Et ce mouvement porté par ces femmes a obtenu de fragiliser le pouvoir, même s'il est quand même resté en place, et cette police a été dissoute dans la foulée. Après, le mouvement a été réprimé de manière assez violente. Il y a eu un massacre avec, je crois, plusieurs dizaines de morts. Mais voilà, donc Free Queen, c'est le nom d'une ONG fictive. Free Queen, c'est une allusion évidemment à Fela Kuti, c'est un des titres de Fela Kuti. Fela Kuti, c'est le grand musicien nigérian, africain. Enfin voilà, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Fela Kuti savent que c'est un chanteur immense qui a eu un impact colossal sur toute la culture, pas seulement nigériane, mais africaine et afro-américaine. Et donc voilà, c'est un clin d'œil à cet héritage-là. Alors, j'avais juste une question encore. Comment on ressort après avoir écrit et du coup avoir fait toutes les recherches un peu lourdes, j'imagine, et les rencontres que tu as dû faire, t'as quand même rencontré des gens pour écrire ce livre, j'imagine, non? C'est vraiment juste des recherches que tu as eues ou tu as rencontré des activistes Non, j'ai fait assez peu de rencontres Ok. physiques. C'est l'essentiel des échanges que j'ai eus, des interactions, elles se faisaient sur les réseaux sociaux. Mhm. Ces ONG, pour la plupart, n'avaient pas envie de répondre à mes questions, parce que je suis un homme blanc de plus de 40 ans, et qu'a priori, je suis plutôt l'ennemi que l'allié, et voilà, beaucoup de prudence là-dedans. Donc ça a été plutôt des rencontres qui sont faites uniquement par les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, pour revenir à la question initiale, c'est comment on ressort d'avoir écrit un livre comme ça, un livre aussi fort avec autant de révélations dures à assimiler, en tout cas moi en tant que lecteur. Comment tu ressors de cette expérience-là? Est-ce que émotionnellement ça t'a impacté, affecté? Est-ce que... Très honnêtement, pas plus que les précédents. En réalité, toute cette partie, tout ce qui est lié à l'émotion, tout ce qui est lié à l'immersion dans le sujet, c'est quelque chose que je fais en amont, avant l'écriture. Après, quand je suis dans l'écriture, je vais dire quelque chose de très banal, mais je suis dans la logique des mots et j'ai un plan. Je suis dans la petite musique de l'écriture et je suis moins sur le sujet finalement. L'émotion, elle est revenue après, quand il y a eu des rencontres. Le livre est sorti en France en mars. J'ai eu des retours de personnes qui travaillent ou qui sont passées par des associations de défense ou d'aide aux femmes, aux anciennes prostituées en France, parce qu'il faut quand même savoir, la prostitution nigériane en Europe, c'est 45 000 prostituées qui arrivent chaque année de manière illégale sur le territoire européen, donc via les réseaux de passeurs, via la Méditerranée, tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, c'est un tiers de la prostitution européenne. Donc c'est quelque chose de très très important en France, et donc il y a beaucoup d'associations et d'ONG qui existent en soutien au travail de ces femmes-là. Et ce sont des gens qui sont venus me voir après, que j'ai rencontrés après l'écriture du livre, et qui m'ont raconté des histoires absolument bouleversantes. Ok, merci. Du coup, il nous reste un petit peu de temps pour les interactions et les questions du public. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent interroger Marin pour... Ah. C'est la question piège. C'est ça, est-ce que tu bois encore de la Heineken? Voilà, c'est ça la question qui a été posée par Mireille. Mon bouquin précédent était sur l'industrie du tabac, je fume encore, et je bois encore de la bière, mais je privilégie la bonne bière. Celle dont tu connais l'origine, c'est ça? Dans le meilleur des cas. Enfin. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric. Je voudrais savoir si tu vas aller présenter ton livre là-bas, sachant que tu n'as pas le profil. Au Nigeria? Oui. Non, d'abord il faudrait qu'il soit traduit en anglais, ce qui n'est pas le cas. Les auteurs français traduits en anglais, c'est rarissime. Okay. Et a priori, je ne suis pas certain que ce soit bienvenu. Et bah tiens, on va poser la même question pour Akana. Tu es retourné aux Marquises depuis la parution de Projet Akana? J'ai eu la chance, avec Jasmine Alliande, qui s'occupe pour la DG2E du programme de rencontre avec les élèves et le Salon du Livre de Papeete, d'échanger en visioconférence avec des élèves de Tayohae, à Nukuhiva. Et je vais les rencontrer en physique, en présentiel, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Tu dois quand même avoir hâte, j'imagine? Ouais, déjà la rencontre en distanciel, c'était assez chouette, c'était assez fort. Là vraiment, eux c'est leur île, quoi. Donc ils vont me renvoyer tout ce qu'ils ont à me renvoyer. Moi je suis assez impatient de les rencontrer.
Ok, bah, tu nous feras le retour quand tu reviendras nous voir encore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public avant de demander le mot de la fin à Marin? Ah. Bonjour. Est-ce que vous allez continuer à vous balader et à faire d'autres livres sur d'autres pays et comme ça à nous emmener ailleurs? Je sais pas, pour l'instant j'ai pas fait d'autres rencontres. Donc je suis en train de travailler sur un roman qui va peut-être, si je l'écris, et si je vais jusqu'au bout, qui va peut-être se passer à Nukuhiva aussi, mais qui sera un roman contemporain cette fois-ci. Mais il n'y a pas d'autres projets, j'ai encore beaucoup de choses à écrire sur ce qui se passe en métropole et en Europe. Ça y est, il n'y a plus aucune question? C'est fini? Ok. Bon, déjà merci Marin d'être venu à notre rencontre. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui, comme dans ton cas, voudrait se lancer dans l'écriture, qu'est-ce que ce serait? Oula. Question Je vais difficile en répondre vrai. ce que je réponds aux élèves parce que ça vaut aussi pour les Pour adultes. tout le monde en fait. Ouais, voilà, c'est ouvrir ses oreilles, ouvrir grand ses yeux, écouter, rester à sa place, lire beaucoup et écrire tout le temps. Merci pour ce mot de la fin, Marin. Ah, vas-y. Et ne jamais écouter les conseils. Ouh. Merci, vous pouvez applaudir Marin s'il vous plaît. Merci encore d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre.